Est-ce que vous vous trouvez sage? Alors, je ne vous parle pas de tranquillité ou encore de docilité. Non, non. Quoique, non. Est-ce que vous vous trouvez sage au sens que l'on avait donné à notre espèce Homo sapiens? Sage pour intelligent, car prudent, raisonnable? Bonsoir. Je m'appelle Max Rousselet et c'est cette question de raisonnabilité que j'aimerais creuser avec vous. Que s'est-il passé pour que nous, humains occidentaux, soyons devenus des êtres complètement déconnectés de notre environnement naturel? Alors même que nous provenons tous de l'Homo sapiens, cet ancêtre commun d'il y a 300 000 ans, qui lui était en total équilibre avec son écosystème. La Terre n'est maintenant perçue que comme un énorme stock de ressources, présent tout autour de nous, mais réparties inégalement. Il suffit de voir comment les médias en parlent, ou même notre entourage, ou même nous-mêmes en fait. On parle de ressources en eau, de ressources minières, on parle même de ressources humaines. Et ce stock de ressources que nous consommons chaque jour, en pensant que c'est un stock infini, nous le consommons de plus en plus. Et j'irai même plus loin en disant que nous consommons chaque jour les ressources les plus rares que possède la Terre. Il suffit de s'attarder sur ce que les chercheurs ont appelé le jour du dépassement. Si jusqu'en 1970, la Terre se régénérait suffisamment en une année pour répondre aux besoins humains, nous avons désormais besoin de 1,75 Terres. 1,75 Terres. Autrement dit, avant la moitié de l'année, bien avant même, nous consommons déjà les ressources nécessaires à notre survie l'année prochaine. Et le reste du vivant alors? Il est probable que, dans l'histoire de la Terre, une espèce ait déjà eu un impact négatif sur son écosystème. Mais ce qui définit le mieux la tragédie humaine est sa vitesse et son ampleur. Alors même que nous ne représentons qu'un millième de la biomasse terrestre, notre espèce, Homo sapiens, a déjà envahi l'intégralité des écosystèmes de la planète. Bon, avant toute chose, essayons de reprendre et essayer de trouver d'où vient ce point de rupture entre l'humain et son environnement. Et par où? J'entends quand. Alors j'ai fait comme tout le monde en 2025, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai tapé le nom de mon IA préféré, celle qui commence par un L mais qui finit par un T, et je lui ai demandé comme un tout savant, alors, dis-moi, pourquoi l'homme est-il déconnecté de son environnement naturel? Depuis quand? Quelles en sont les causes et quelles en seront les conséquences? Et bien sûr, elle m'a répondu. Alors, les causes de la déconnexion entre l'humain et son environnement sont complexes et multifactorielles. On peut citer, etc., etc. Puis j'ai pris du recul. Est-ce que vous voyez une situation plus parlante que celle-là pour décrire cette non-connexion entre l'humain, nous, et cet environnement naturel? Bon, alors bien sûr, j'en ai trouvé. Mais prenons le temps d'y réfléchir quand même. Si chacun d'entre vous pose cette question, cela équivaudrait à un trajet en voiture de 46 km, consommerait plus de 5 litres d'eau et libérerait dans l'atmosphère plus de 10 kg de CO2. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas voulu prendre le temps d'y réfléchir, de se poser des questions, pour du confort. Et si c'était cet abus de confort qui était la cause de la déconnexion entre l'humain et son environnement naturel? Si on remonte le temps, il est vrai que l'humain n'a cessé de chercher à avoir du contrôle sur son écosystème pour gérer les aléas de sa survie. Mais les progrès techniques et les progrès en matière de santé ont par la même occasion creusé un écart entre nous, consommateurs, et la ressource naturelle. Et ce fossé, aujourd'hui, est autant une distance physique qu'une dissociation morale. Prenons un exemple. Lorsque je fais mes courses, que je vais acheter mon chocolat ou ma pâte à tartiner préférée, mon geste est complètement déconnecté du réel impact qu'il a. Une sorte de brouillard artificiel m'empêche de voir la véritable empreinte qu'a mon achat. Et ce brouillard peut avoir plusieurs origines. On peut citer un marketing qui veut les produits toujours plus attrayants, ou une gamme de produits toujours plus grande. Mais la raison la plus parlante pour moi est la distance que l'on a mis entre nous et cette ressource. Peut-être que si l'huile de mon chocolat avait été produite dans la forêt de ma région,
ou du moins le champ de palmiers qui est maintenant à la place, et par la même occasion à la place de tout l'écosystème qui y régnait, et que cette même huile était produite par des agriculteurs dont les conditions de travail insultaient les droits humains, peut-être que je n'aurais pas choisi ce secours-là. Peut-être. Bon, mais je vous rassure, tout va bien, hein, ça ne se passe pas en France. Non, non. Et malgré tout le chemin qu'on a parcouru, il a fallu attendre 1870, soit pendant le boom de la révolution industrielle, pour entendre un premier cri d'alerte, entendre parler du terme écologie. À ce moment-là, l'humain avait normalisé le fait de produire plus pour consommer plus, et s'était totalement déconnecté de son environnement naturel, auquel pourtant il fait partie. Autrement dit, l'humain avait perdu l'humilité d'au minimum considérer son environnement et avait commencé à simplement le consommer. Pourtant, cette humilité est primordiale. Si nous ne prenons pas le temps de vraiment prendre du recul, de regarder la réalité en face, alors notre espèce sera l'une des premières à en pâtir. Et il faut bien garder quelque chose en tête, c'est que nous avons 1000 fois plus besoin de notre environnement que notre environnement a besoin de nous. Et on arrive alors au cœur du sujet, qui est, mais a-t-on vraiment perdu cette humilité? Et en quoi est-elle si importante? Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous donner de solutions miracles ou pour tirer une sonnette d'alarme, bien que le bilan ne soit pas positif, mais plus pour vous partager ce qui, moi, m'a donné espoir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de biomimétisme. Alors, peut-être que c'est un terme que vous avez déjà entendu, mais pour tous ceux qui ont pensé très fort, biomimer quoi? Il a dit quoi? Ouais, si fort que je vous ai entendu là-bas. Prenons le temps de redéfinir ce mot. Bio, la vie, le vivant. Mimétisme, imiter. Un mot assez complexe pour une philosophie plutôt simple. Prendre le temps d'observer le vivant, de le comprendre, étudier les stratégies d'adaptation qui ont fait qu'il a atteint aujourd'hui cet équilibre, et s'en inspirer pour notre mode de vie. Ça peut paraître large, car en fait ça l'est. Le biomimétisme peut être appliqué à n'importe quel domaine, n'importe quel niveau. Prenons l'exemple de l'industrie, qui est peut-être plus parlant, car elle a vraiment besoin de se reconnecter avec son système. Le vivant a énormément à nous apprendre en termes de matériaux durables, d'optimisation de forme pour économiser des ressources, ou de revalorisation de pertes. Car oui, toutes ces idées se doivent être en faveur de l'écosystème dans lequel l'industrie évolue. Par exemple, remplacer des ressources rares par des ressources abondantes, diminuer notre consommation dans le but de diminuer la production, protéger les écosystèmes et par conséquent les individus qui le peuplent. Et l'humain en fait partie. Il est grand temps que l'humain sorte de cette mécanique ancrée du produire plus pour consommer plus, inversement, et adopte une posture beaucoup plus agile, englobant tout le système dans lequel il évolue. Nous ne pouvons plus nous contenter d'étudier notre mode de vie à l'échelle d'un geste, d'une action, d'un produit ou même d'un individu. Autrement dit, l'idée n'est pas de réduire l'empreinte à une étape clé du cycle de vie d'un produit, par exemple, mais plus de repenser globalement ce cycle et chacune des étapes où il pourrait déstabiliser l'écosystème dans lequel il évolue. Et c'est notamment au début de ce cycle et à sa fin. Bon, prenons le temps de détailler quelques exemples ensemble. Reprenons notre pire meilleur ami d'IA générative. Sans parler de la consommation en eau, en énergie et des émissions de gaz à effet de serre qu'il entraîne, et qui dépassent tous les trois les habitudes de pays entiers. Sans parler de sa perte d'esprit critique que son utilisation entraîne. Ces équipements numériques demandent des métaux rares et à fort impact pour être produits. Là où nous cherchons des matériaux rares pour produire en abondance, les systèmes rares du vivant sont produits à partir de matériaux abondants. Je ne vous apprends peut-être rien en vous disant que le vivant est constitué de matériaux organiques et par conséquent de 4 majoritairement éléments chimiques. Et à tous ceux qui me diront que le vivant n'est pas capable d'atteindre nos performances à nous, humains, je répondrai 2 choses. D'un côté, que ces performances ne sont pas nécessaires. Et d'un autre côté, pour reprendre l'exemple de ces équipements numériques, qu'un gramme d'ADN, c'est moins que ça, a une capacité, a une densité de stockage près d'1 million de fois supérieure à nos disques durs actuels. Et ce, en respectant un cahier des charges infiniment plus complexe, notamment en termes d'impact sur l'environnement à la création du produit,
à son utilisation et à sa fin de vie. On pourrait aller plus loin en creusant cette notion d'abondance dans notre mode de consommation. Aujourd'hui, notre industrie produit en masse pour n'utiliser qu'une faible partie. Il suffit de voir l'industrie textile pour se rendre compte de l'impact que cela a sur notre ressource, notamment en eau, sur nos émissions de gaz à effet de serre et même sur nos vies humaines. Lorsqu'on se tourne du côté du vivant, on observe une méthode totalement différente. Le vivant est capable de produire aux besoins de la situation. Prenez ces araignées qui, à partir de leur stock de matière organique, sont capables de produire de la soie aux besoins. Ou encore ces serpents qui sont capables de produire les toxines de leur venin juste à temps pour se défendre. Ou encore, mon exemple préféré, celui des iguanes capables d'adapter leur morphologie en fonction des ressources présentes dans leur environnement. Je m'explique. Dans le cadre où cet environnement serait pauvre en nourriture, par exemple, les iguanes sont capables d'adapter leur mode de consommation pour rester alignés avec leur écosystème. Et ce, sans détériorer leur qualité de vie et sans laisser derrière eux des individus. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'on a énormément à apprendre des iguanes. Non ? Bon, je suis d'accord que ce tableau que je dépeins depuis tout à l'heure n'est pas glorieux. Et peut-être que certains d'entre vous se sont questionnés ou se questionnent. Alors quoi ? Bon, arrêter, réduire. En tous les cas, c'était pas moi qui ai beaucoup d'impact, c'est pas moi qui vais changer grand-chose. Et on pourra en débattre, parce qu'encore une fois, je ne suis pas là pour vous donner des solutions miracles. Mais j'aime répéter cette phrase de Jane Goodall, une célèbre anthropologue qui est décédée récemment, lorsqu'elle définissait l'espoir. L'espoir, c'est avoir un but, savoir dans quelle direction on veut aller, et espérer que ce chemin est le bon. Le tout n'est pas de savoir comment on fait les choses, mais pourquoi on les fait. Et c'est seulement lorsqu'on aura repris conscience de l'impact qu'ont nos actions face au besoin de protéger la biodiversité que l'on pourra agir en espérant qu'il s'agisse de la meilleure des façons. Mais l'avantage que j'y vois, c'est que lorsque les iguanes sont convaincus, l'espoir de changer les choses leur donne toujours les moyens d'y arriver. Et ce cercle vertueux fonctionne. Et des projets fleurissent un peu partout. Prenez ce projet, l'idée de ce projet, EEL, une centrale marémotrice inspirée du fonctionnement des nageoires de certains poissons, comme l'anguille. En plus de proposer une solution plus performante que l'actuelle à un impact environnemental faible, cette centrale est capable de cohabiter avec son écosystème, si on peut la considérer comme un individu. Contrairement aux turbines existantes, il ne peut pas causer de dommages à son écosystème, à la berge et aux individus qui la peuplent. Prenons un autre exemple dans le domaine de la chimie, avec ces laboratoires qui sont capables de produire des polymères à partir de matériaux organiques, et donc abondants, dans le but de remplacer le plastique dans de nombreuses industries. Mais et si ces iguanes avaient la capacité de bouleverser l'industrie pétrolière ? Peut-être, à une condition, celle que nous soyons capables de questionner notre mode de consommation, sans quoi nous reproduirions la même erreur. Et je suis convaincu que toutes ces actions sont capables d'avoir un impact. Malgré tout, on peut rester sceptique quant à la force de frappe de beaucoup, mais j'aime les classer en deux catégories. D'un côté, celles qui changent les choses, ou qui en ont la capacité, celles qui font un pas vers le vivant. Et d'un autre, celles qui permettent de gagner du temps pour celles qui changent vraiment les choses. Et ces dernières, de par leur côté plus accessible peut-être, ou plus transitif vers un nouveau mode de consommation, ont vraiment la capacité de nous reconnecter au vivant. Et que ce soit à force de petites améliorations, d'actions de sensibilisation, ou par de grandes découvertes, toutes ces actions ont la capacité d'avoir un vrai impact, et je suis convaincu que nous sommes sur le bon chemin. Et puis franchement, regardez-moi, l'action est possible. S'il n'y a pas d'âge pour faire un TED, pour se poser des questions, là, tous ensemble, alors je ne vois pas pourquoi il y en aurait pour y répondre. Merci beaucoup pour votre attention.